Le 6 décembre 1995, un peu avant 17 h, Michael Jackson était pris d'un malaise et s'effondrait sur la scène du Beacon Theatre de Broadway à New York, où il répétait une série de 2 concerts qui devaient débuter 2 jours plus tard et être retransmis sur la chaîne privée américaine HBO. Annulé au tout dernier moment, ce show qui s'annonçait comme inédit dans la carrière de Michael Jackson ne sera finalement jamais reporté, mais purement et simplement annulé, faisant entrer ce show dans une sorte de fantasme collectif, nourri par la sensation immuable d'un rendez-vous manqué. Le grand rendez-vous manqué de la carrière de Michael Jackson. Salut les fans! Vous avez été nombreux ces dernières années à me demander d'aborder ce fameux concert de HBO de 1995, probablement un des plus grands regrets pour la plupart d'entre vous, moi y compris. Car s'il avait eu lieu comme prévu, nul doute qu'il aurait marqué la carrière de Michael Jackson. C'était le show rêvé, un concert intimiste dans une salle magnifique avec une mise en scène inédite. Mais vous verrez que cette vision idéalisée n'était pas tout à fait ce que Michael Jackson allait proposer ce soir-là, même si il faut avouer que ce concert aurait tout de même marqué les esprits. Aujourd'hui, je vais donc aborder le projet dans sa globalité, en parlant de sa naissance jusqu'au fameux 6 décembre 1995, en tentant de comprendre ce qui s'y est réellement passé. En 1989, la chaîne de télévision MTV lança un nouveau programme baptisé MTV Unplugged, dont le concept était de montrer des artistes donner des concerts intimistes et acoustiques et sans instruments électriques. Dès lors, ces concerts rencontrèrent un vif succès et ont même permis à certains artistes de donner des prestations entrées dans la légende, comme Eric Clapton en 1992 ou le groupe Nirvana en 1993. Bien sûr, il y en a eu beaucoup d'autres, mais on n'a pas le temps de tous les aborder. Même si le concept initial évoluera quelque peu et que certains MTV Unplugged n'excluront pas forcément tous les instruments électriques, ce concept de concert intimiste, parfois à contre-courant de ce que certains artistes avaient l'habitude de proposer, était devenu très plébiscité par le public. Mais jusqu'alors, Michael Jackson n'avait pas encore cédé à cette nouvelle tendance, jusqu'au jour où Sandy Gallin lui suggéra l'idée de faire un concert de ce genre. Embauché après le grand ménage effectué sous l'influence de David Geffen en 1990, Sandy Gallin, grand ami de Geffen, était devenu, avec Jim Moray, manager de Michael Jackson à la place de Frank DiLeo. Tous deux étaient associés dans la firme Gallin Moray Associates et géraient désormais les affaires de Michael Jackson, avec chacun un rôle bien défini. Si Moray était un spécialiste des tournées et un businessman très affûté, Gallin, lui, avait plus le rôle artistique, avec un carnet d'adresses bien rempli, et servait surtout à David Geffen de garder son emprise sur Michael Jackson. Quoi qu'il en soit, Sandy Gallin suggéra à Michael Jackson l'idée de faire un concert intimiste pour accompagner la sortie de l'album History, paru en juin 1995. Le teaser de l'album avait fait beaucoup parler de lui, et Scream, le premier single, rencontrait un gros succès à travers le monde. Désireux de continuer à créer l'événement pour appuyer la promotion de son album, Michael Jackson suivit l'idée de Gallin et appela son ami, le producteur Jeff Margolis, pour lui demander s'il accepterait de produire un concert intimiste qui serait retransmis à la télévision. Les deux hommes se connaissaient déjà depuis de nombreuses années, et Margolis avait notamment produit le show pour les 60 ans de la carrière de Sammy Davis Jr., dans lequel Michael Jackson s'était illustré en interprétant une chanson spécialement composée pour l'occasion, d'ailleurs avec une mise en scène très minimale. Il voulait visiblement s'essayer à ce type de concert, car d'après lui, un véritable interprète devait être en mesure de toucher n'importe quel public, quelle que soit la taille de la salle. Aucun doute donc sur la volonté de Michael Jackson à ce moment-là de créer la sensation à travers un show inédit dans sa carrière. Et c'est la chaîne privée HBO qui obtint les droits de diffusion, comme ce fut le cas quelques années plus tôt pour le concert de Michael Jackson à Bucarest dans le cadre du Dangerous Tour. Habitué à retransmettre les grands événements sportifs et musicaux,
et doté de capacités financières plus importantes que ses concurrents, HBO allait donc diffuser le concert tant attendu. Il faut dire qu'à cette époque, Michael Jackson ne s'était pas produit sur une scène américaine depuis le mois de janvier 1989 dans le cadre du Bad Tour, le Dangerous Tour ayant fait l'impasse sur le sol nord-américain. L'attente était donc très forte, et quand le 25 juillet 1995 l'annonce fut diffusée, elle créa un véritable engouement. Car le public américain allait enfin avoir la chance de voir Michael Jackson sur scène et qui plus est dans un format complètement inédit pour lui. La vente de billets s'annonçait donc très rapide car le nombre de places était extrêmement limité, même si la décision fut prise de donner finalement 2 concerts les 8 et 9 décembre 1995 pour une diffusion à la télévision le 10 décembre. Car pour assurer d'éventuels problèmes techniques et permettre de choisir parmi les meilleures prestations, il apparaissait comme nécessaire à Michael Jackson de se produire 2 soirs de suite afin de créer la version parfaite à ses yeux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce show s'annonçait spectaculaire, à commencer par le lieu choisi. Car après quelques recherches, Michael et son équipe jetèrent leur dévolu sur le Beacon Theatre de Broadway. Un magnifique théâtre mélangeant le style Renaissance, romain et rococo, inauguré en 1929 et pouvant accueillir environ 2900 spectateurs. Utilisé d'abord comme salle de cinéma, le Beacon Theatre devint peu à peu une salle de spectacle à partir de la fin des années 60. L'élégance de la salle convenait parfaitement à Michael Jackson, et le fait qu'il se situe à Broadway était aussi un symbole fort. Il allait se produire dans un endroit connu dans le monde entier comme étant le lieu incontournable du théâtre et des comédies musicales, bref, le lieu du spectacle à l'américaine. La pression était donc très forte sur Michael Jackson, qui s'attaquait à la fois à un symbole, mais devait en plus créer pour cela un show sensationnel, destiné à marquer les esprits et prouver qu'il était toujours un des artistes les plus impressionnants sur scène. Et pour ça, Michael Jackson avait besoin de gros moyens, à la fois scéniques et musicaux, pour atteindre le résultat qu'il estimait à sa hauteur. L'idée du show intimiste apparaissait donc très vite comme paradoxale, puisqu'il allait être accompagné par 32 danseurs et 40 musiciens. Même si la capacité de la salle allait être réduite à 1500 places du fait de l'agrandissement de la scène et de la place nécessaire pour le matériel de tournage, on était tout de même assez loin de l'esprit original des concerts unplugged. Car Michael Jackson était décidé à en mettre plein la vue, quitte à rogner quelque peu sur son intention de départ. Mais quand on sait que le concert allait être également vendu à l'étranger et qu'il pouvait ainsi cumuler environ 250 millions de téléspectateurs, on comprend que Michael Jackson était décidé à y mettre les moyens. Ne voulant pas refaire ce qu'il avait déjà fait sur scène et décidé à surprendre son public, Michael Jackson avait pour ambition de créer un show complètement nouveau et innovant pour les 25 chansons qu'il devait interpréter sur scène. Ainsi, ce sont pas moins de 9 chorégraphes qui furent engagés afin d'imaginer la mise en scène et les chorégraphies de 2 à 3 chansons chacun. Une idée intéressante, mais qui s'avéra très vite compliquée à superviser. Pour rassurer Michael Jackson, Jeff Margolis eut donc l'idée d'engager Kenny Ortega afin de pouvoir gérer les différents chorégraphes et tenter d'apporter une cohérence entre eux. Réalisateur, manager de tournée et chorégraphe, Kenny Ortega avait déjà travaillé avec Michael Jackson sur le Dangerous Tour, et il était sans doute une des rares personnes à pouvoir arriver à superviser la préparation aussi complexe qu'allait nécessiter ce show. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne sera pas de tout repos. Car très vite, les différentes idées apportées par les chorégraphes allaient demander beaucoup de travail à un Michael Jackson pas toujours disponible, ajoutant un stress supplémentaire à toutes les équipes. D'autant plus que chaque chorégraphe préparait leurs morceaux seuls dans leur coin, dans le plus grand secret, sans se coordonner avec les autres, ce qui rendait les répétitions encore plus compliquées. Car au milieu de tout ça, Michael Jackson devait s'adapter à de nouvelles chorégraphies et de nouvelles mises en scène, qui sur le papier semblaient très intéressantes, mais qui ajoutaient une masse de travail supplémentaire. Car les chorégraphes rivalisèrent d'idées originales, voire très originales, pour créer un concert unique dans la carrière de Michael Jackson. Par exemple, pour Thriller, le chorégraphe Barry Laser avait imaginé une ambiance punk, rock industriel et espionnage. Ce sont ses mots. Avec des danseurs habillés en trench coat, chapeau et lampe de poche. La chorégraphie allait donc reprendre des parties déjà connues, mais devait ajouter en plus de nouveaux pas.
Barry Laser a expliqué que ces nouveaux pas plaisaient tellement à Michael Jackson qu'il en avait réutilisé certains lors du tournage de son court-métrage Ghost quelques mois plus tard. Pour Beat It, les chorégraphes Lavelle Smith et Travis Payne avaient imaginé des mouvements inspirés des films de kung-fu de Bruce Lee, et pour Dangerous, une nouvelle mise en scène autour du film Orange Mécanique avait été créée avec des danseurs en chapeau melon et la présence de Naomi Campbell qui devait illustrer la femme dont parle Michael Jackson dans sa chanson. Mais la mise en scène la plus connue, car elle fut en partie filmée et diffusée pour promouvoir le concert, devait être celle imaginée pour la chanson Childhood, avec la présence du mime Marceau, dont Michael était un très grand admirateur et qu'il voulait avec lui sur scène. L'idée était que Marceau mime les paroles de la chanson, dans une mise en scène très sobre et poétique. Il avait pourtant mis du temps à accepter cette proposition, car l'idée de départ était trop floue pour lui et il n'était pas à l'aise sur le fait de ne pas savoir à l'avance ce qu'on attendait de lui. Néanmoins, après quelques discussions, il avait fini par donner son accord et c'est pourquoi il rejoignit Michael Jackson sur scène pour quelques répétitions dont les images ont été diffusées à l'époque pour promouvoir le show. Mais les répétitions d'un tout nouveau spectacle avec de nouvelles chorégraphies et une nouvelle mise en scène s'avéraient très éprouvantes pour un Michael Jackson déjà très pris par la promotion de son album History. Ces répétitions avaient lieu dans les studios Sony à New York, dans un bâtiment de plusieurs étages, dans lesquels il passait de salle en salle afin de répéter plusieurs morceaux dans la même journée. Cependant, plus les répétitions avançaient, plus Michael Jackson commençait à douter du résultat final, et son idée de départ le faisait de plus en plus hésiter, car il apparaissait maintenant très clair que l'idée du concert acoustique avait été mise de côté au fur et à mesure des semaines. Stressé à l'idée d'être seul en live, Michael Jackson avait petit à petit ajouté des effets scéniques plus élaborés et des chorégraphies plus importantes, nécessitant l'utilisation du playback afin d'assurer une prestation rythmée sans risquer d'être à bout de souffle. Car ce que redoutait Michael Jackson par-dessus tout était de donner une prestation qu'il jugerait moyenne, une prestation qui ne serait pas à la hauteur de ses exigences, dans laquelle la perfection était la norme à maintenir. Car bien que son succès reposait entre autres sur ses capacités sur scène, il était paradoxalement rarement satisfait de lui-même, au point de bloquer la grande majorité des projets d'albums live ou de vidéos de concerts, car il estimait la plupart du temps qu'elle n'atteignait pas son niveau d'exigence, un niveau hors d'atteinte pour n'importe qui, y compris lui-même. Le concert n'avait donc plus grand chose à voir avec l'idée de départ, et les moyens mis en œuvre laissaient peu de place à la spontanéité. De plus, les répétitions très compartimentées des chorégraphes, mais aussi des musiciens supervisés par Brad Boxer, ne permettaient pas à Michael Jackson de se projeter concrètement dans le résultat final. Le chorégraphe Lavelle Smith dira plus tard « Il y avait beaucoup trop de gens, trop de cuisiniers dans la cuisine ». De plus, la grande majorité des répétitions avaient lieu dans les studios Sony, dont les salles étaient trop petites pour accueillir les 40 musiciens qui devaient accompagner Michael Jackson sur scène. Les chorégraphes travaillaient donc sans se coordonner avec les musiciens et utilisaient pour cela des bandes sonores préparées par Brad Boxer, qui devait en plus gérer les répétitions avec l'orchestre symphonique qui devait accompagner certains morceaux, mais aussi les musiciens habituels de Michael Jackson, dont Ricky Lawson à la batterie, David Williams et Jennifer Batten à la guitare et Seyda Garrett dans les chœurs. Au final, la préparation ressemblait à un capharnaüm, au milieu duquel Michael Jackson doutait de plus en plus. Et pour ajouter du stress supplémentaire, le temps venait désormais à manquer, car la date approchait à grands pas et beaucoup de choses étaient loin d'être prêtes. Certaines chorégraphies demandaient trop de travail, et plus la date approchait, plus Michael Jackson décidait d'abandonner certaines d'entre elles pour les remplacer par les mises en scène plus classiques qu'il utilisait dans ses tournées depuis des années. Une manière pour lui de se rassurer et de rentrer dans sa zone de confort. Malgré tout, plus la date du premier concert approchait, moins Michael Jackson semblait vouloir le faire. Car on le sait, Michael Jackson est une personne qui doutait beaucoup,
d'autant plus à cette époque, alors que l'affaire Chandler était encore récente et qu'il avait eu beaucoup de mal à surmonter cette période. De plus, son mariage avec Lisa Marie Presley était un échec, et les nombreuses disputes et incompréhensions dans le couple avaient fini par les séparer, et leur union était sur le point de prendre fin. Une situation conjugale au plus bas, mal préparée pour un concert qui devait avoir des répercussions importantes sur les ventes de son album aux États-Unis. Il était désormais emprunt à ses réactions habituelles dans ce genre de situation, il était submergé par le stress, il ne mangeait pratiquement plus et ne dormait pratiquement plus non plus. Un cocktail explosif qui atteindra ses limites le 6 décembre 1995. Apparemment souffrant depuis quelques jours, il arriva au Beacon Theatre pour une des toutes dernières répétitions avant le jour J. Mais un peu avant 17h, alors qu'il répétait la chanson Black or White, soudainement la musique s'arrêta et tout le monde se précipita sur scène. Je me trouvais dans la salle du Beacon Theatre. Je regardais les répétitions, les danses, c'était formidable. Michael Jackson était sur scène avec une quinzaine de danseurs. Et à un moment donné, je suis allé chercher une boisson et, brusquement, tout s'est arrêté. Je me suis retourné et je n'ai plus vu Michael Jackson. Il était tombé au sol sans connaissance. Michael Jackson s'était littéralement effondré sur scène en tombant violemment sur le sol et personne n'arrivait à lui faire reprendre connaissance. Lorsque les secours arrivèrent quelques minutes plus tard, et bien qu'il avait finalement repris connaissance, ils constatèrent qu'il était déshydraté, que sa tension était très basse et que son rythme cardiaque était trop rapide. Mis sous oxygène et sous perfusion, il fut transporté à la demande de son entourage à l'hôpital Beth Israel North, laissant derrière lui toute l'équipe du concert qui, ne connaissant pas encore l'état de gravité dans lequel il se trouvait, continua encore les répétitions jusque tard dans la nuit, bien que Quentin Schaeffer, vice-président de HBO, déclarait ce soir-là que le devenir de l'émission était désormais incertain, sans pour autant annuler les répétitions en attendant d'en savoir plus. Mais l'état de Michael Jackson fut jugé critique par le médecin-chef du service des urgences et les équipes médicales passèrent de longues heures à tenter de le stabiliser. Le lendemain, le 7 décembre, un communiqué de l'hôpital annonçait que son état était stable en confirmant sa déshydratation, les complications cardiaques, mais aussi qu'il souffrait également d'une gastro-entérite. Même si ce communiqué se voulait quelque peu rassurant, il apparaissait désormais inévitable que les 2 concerts prévus ne pourraient avoir lieu. Un communiqué officiel de HBO annonça donc le report de l'émission spéciale et toute l'équipe du show fut mise au courant. Comme à son habitude, la presse ne fut pas très tendre avec Michael Jackson, certains parlant notamment d'un coup de publicité autour des concerts pour faire parler de lui, ou inventant des raisons farfelues pour expliquer sa décision de simuler un malaise pour échapper au spectacle qu'il devait donner. Pourtant, le spectacle n'aura jamais lieu, et le report annoncé se transforma finalement en annulation pure et simple. Les répétitions entièrement filmées du concert resteront également dans ses archives, et seules quelques images des répétitions des chorégraphes ont fait leur apparition sur internet ces dernières années. Jamais Michael Jackson ne relancera le projet, et il déclarera même dans une interview 3 ans plus tard qu'il ne voulait finalement pas faire ce concert, jetant un peu plus le trouble sur sa réelle motivation à ce moment-là. J'ai tellement travaillé pour préparer ce spectacle, il y avait une telle pression, les gens me poussaient, il fallait absolument que je donne ce concert. Finalement, la nature a repris ses droits, elle a dit stop. C'est elle qui a décidé que je ne ferais pas ce spectacle. Alors bien sûr, partant de ce constat, on peut légitimement se demander si ce malaise n'était pas finalement une porte de sortie pour Michael Jackson, afin d'éviter un concert pour lequel il n'avait finalement plus la motivation et dont beaucoup de choses étaient loin d'être prêtes à 48 heures du premier show. Difficile à dire, mais d'après les témoins ce jour-là, son malaise était réel et sa chute et le bruit de son corps s'écrasant sur le sol n'avaient pas du tout quelque chose de préparé ou de théâtral. Il semble que Michael Jackson ait réellement frôlé la mort ce jour-là, rongé par le doute et le stress, au point d'arriver au bout de ses forces et de s'effondrer comme un château de cartes. Et ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles des concerts de This Is It qu'il devait donner à Londres en 2009 et pour lesquels cette fois, il n'échappera pas à la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie Laurent Hopman qui m'a aidé à la préparer, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.